Bonjour et bienvenue pour cette deuxième leçon. Donc nous en sommes au petit b, après avoir présenté les grands enjeux de la guerre froide et ce monde bipolaire. Voyons là un petit peu plus concrètement quelques exemples d'affrontements entre ces deux blocs, avec quelques, j'allais dire, morceaux choisis. Et vous aurez un petit travail à faire pour lundi au sujet d'un de ces conflits de la guerre froide, qui sera important puisque ça sera Cuba. Donc déjà, si on observe une carte mondiale, on remarque que dans le monde, certaines zones de conflit sont assez dispersées. Vous avez ici la crise de Cuba au large des États-Unis, vous avez un conflit en Corée du Nord, vous avez ce qu'on étudiera prochainement, la crise de Berlin, et puis d'autres conflits qui vont apparaître progressivement, notamment on peut parler celui de l'Afghanistan, qui va opposer l'URSS à d'autres, aux rebelles afghans, aux moudjahidines afghans. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. On regarde aussi la situation en Europe et on remarque que le rideau de fer, évoqué par Churchill dans la dernière leçon, marque justement cette dualité, cette opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est. Alors, ce que j'avais oublié de dire la dernière fois, n'imaginez pas ici qu'il y a un mur qui est construit tout le long de l'Europe. C'est une image qu'employait Churchill, rideau de fer, pour montrer justement cette opposition. Donc le premier conflit que nous allons rapidement survoler, c'est en 1950 la Corée. Alors, qu'est-ce qui se passe en Corée à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Le Japon fait partie des camps perdants de la Seconde Guerre mondiale et le Japon était une puissance qui avait conquis, vous vous rappelez, une grande partie de l'Asie et notamment le territoire coréen. Eh bien, en 1945, la Corée est partagée en deux, un État appelé Corée du Nord et un État appelé Corée du Sud. Cette séparation se fait, vous le voyez, le long du 38e parallèle. Donc ça, c'est la situation en 1945. Que se passe-t-il en 1950? Donc, en 1950, vous avez les Coréens du Nord, soutenus par la Chine et eux-mêmes soutenus par l'URSS, qui souhaitent unifier la totalité du pays et en faire en quelque sorte un nouvel allié du bloc URSS et du bloc communiste. Donc les Coréens du Nord, soutenus par la Chine et l'URSS, engagent une très grande offensive et envahissent la Corée du Sud qui se trouve acculée au bord du précipice et il ne reste plus que ce petit territoire autour de Pusan de la Corée du Sud. Donc le 10 septembre 1950, eh bien, la Corée du Nord occupe quasiment toute la péninsule. Deuxième temps, automne 1950, l'Organisation des Nations Unies est saisie face à ce qu'elle appelle clairement cette attaque dirigée, cette agression, et demande une cessation des hostilités et demande à tous les pays, recommande aux pays membres de l'Organisation des Nations Unies d'apporter à la République de Corée toute l'aide nécessaire. Donc les États-Unis s'engagent dans le conflit en tant que défenseurs de la liberté, certes, mais surtout, ils ne veulent pas que l'ensemble de la péninsule coréenne tombe sous les mains des communistes. Et donc, il y a une contre-offensive sud-coréenne qui repousse les Nord-Coréens jusque quasiment aux frontières de la Chine. Troisième temps de cette guerre de Corée, juillet 1953, vous avez une contre-offensive de la Corée du Nord et le front qui se stabilise à peu près au niveau du 38e parallèle, ici. Et enfin, de manière un petit peu ironique, nous avons une guerre qui a duré 3 ans, qui a mobilisé des forces énormes pour arriver en 1953 au point où l'on était en 1945. Et ces forces engagées, eh bien, vous avez le président Truman, Harry Truman, président des États-Unis, qui dans ce texte, vous prendrez quelques secondes, pas très long pour le lire, eh bien, dit qu'il veut utiliser tous les moyens pour repousser cette agression-là. Ce texte est assez clair et ils le disent
nous nous efforçons de prévenir une troisième guerre mondiale, non d'en déclencher une. C'est pourquoi nous intervenons pour venir en aide à nos alliés coréens du Sud agressés. Donc voilà ce premier conflit de la guerre froide et qui a été extrêmement chaud entre les deux puissances. Vous voyez que c'est pas totalement directement Chine et Corée du Nord, et de l'autre côté ONU et États-Unis, mais il n'y a pas de conflit direct entre les deux armées. Le deuxième théâtre d'affrontement se situe en Asie du Sud-Est. Alors là, toujours pareil, vous avez le Vietnam qui est ici, d'accord. Donc le Vietnam était une ancienne colonie française, et en 1954, la France perd cette colonie dans une guerre, ce qu'on appelle une guerre coloniale, et le territoire est partagé en deux. Au nord, le Nord-Vietnam, et au sud, le Sud-Vietnam. Et vous vous en doutez, Nord-Vietnam plutôt pro-soviétique, soutenu par la Chine, et le Sud-Vietnam plutôt pro-américain. Et on voit ici les grandes bases, vous voyez, les bases militaires américaines stationnées dans le Sud-Vietnam. Donc au nord, un régime communiste soutenu par la Chine, et au sud, un Sud-Vietnam soutenu pro-occidental. Donc qu'est-ce qui se passe? L'URSS, dans la volonté de vouloir unifier ces deux territoires, eh bien, l'URSS et la Chine arment ce qu'on va appeler une guérilla, des guerriers nord-vietnamiens, pour bien, envahir en quelque sorte et faire la guerre contre l'ennemi occidental. Face à cette guérilla armée par l'URSS, eh bien les États-Unis vont intervenir parce qu'ils ne souhaitent pas que l'ensemble du Vietnam tombe évidemment sous les mains des communistes. C'est ce que je vous ai dit, c'est une sorte de jeu d'échecs, et si l'URSS prend cette partie de l'échiquier, ça lui fera une large surface de domination avec la Chine. Si en plus il y a le Vietnam, les États-Unis craignent que toute l'Asie tombe sous les mains des communistes. Donc ils souhaitent agir et s'engagent au Vietnam pour éviter cette guérilla, que cette guérilla prenne de plus en plus d'ampleur. Et donc à partir de 1963, les États-Unis envoient des troupes pour soutenir le Sud-Vietnam face à la menace du Nord-Vietnam. C'est ce qui va engager les États-Unis dans une longue guerre, une guerre extrêmement marquante pour les États-Unis, la guerre du Vietnam. Troisième théâtre de conflit, alors c'est là où vous aurez un petit peu à travailler, c'est Cuba, ce qu'on appelle la crise de Cuba. Donc ici, vous voyez la localisation de Cuba, qui est une île au large des États-Unis, à quelques kilomètres des côtes américaines. Et la crise de Cuba, là, en 1962-63, le monde a été au bord, véritablement là au bord de la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà ce que vous allez me faire pour lundi. Grâce au document de cette fiche que vous verrez sur École Directe, prenez le temps de le lire. Il n'y a pas de questions, c'est à vous à être assez autonome là-dessus. Vous devrez me faire un texte, pas un paragraphe argumenté, pas avec introduction développement, un texte organisé de cette façon-là, où vous préciserez les causes, le déroulement des événements et les conséquences de cette crise de Cuba. Et évidemment, vous n'oublierez pas d'évoquer les acteurs et d'intégrer des repères chronologiques. Donc, vous lisez attentivement ça et vous me rendez ça sous un format Word. Vous écrivez sur Word ou sur OpenOffice et vous m'envoyez ça via École Directe, ou alors j'avais mis, vous vous rappelez, à disposition une adresse messagerie. Je trouverai les deux. Voilà, privilégiez plutôt École Directe. Donc, il va nous falloir noter ceci. Donc, toujours pareil, vous pouvez faire une petite pause pour avoir le temps de noter cette trace écrite. Donc, je vous la lis pour une meilleure compréhension. Donc, afin de freiner la diffusion du modèle soviétique dans le monde, les États-Unis mettent en place la doctrine, c'est-à-dire l'idée du containment. Containment, ça veut dire endiguement, faire barrage à. Donc, plusieurs espaces illustrent cette stratégie et donnent lieu à des affrontements. On l'a vu, Corée, Cuba et Vietnam.
Or, URSS et États-Unis ne s'affrontent jamais directement. C'est ce qu'on appelle un équilibre de la terreur qui s'installe. Chacun a peur de l'autre et utilise une puissance tierce pour éviter qu'on tombe au bord de la Troisième Guerre mondiale. Donc cet équilibre rend improbable l'utilisation des armes nucléaires sous peine de destruction mutuelle. Oui, chacun a peur de l'autre et sait que l'autre a une force de frappe aussi importante que l'adversaire, et donc cet équilibre-là évite à chaque fois le conflit qui pourrait être fatal autour de l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc, sur votre frise chronologique que j'avais donnée la dernière fois, donc on avait, me semble-t-il, noté le plan Marshall. Donc vous pouvez rajouter sur cette frise chronologique, vous pouvez rajouter d'autres dates, notamment 50-53, la guerre de Corée, vous pouvez rajouter la crise de Cuba, et vous pouvez rajouter la guerre du Vietnam.